Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de mes lectures de l'été. Il était temps, ça y est, l'automne arrive, il fait un temps pourri, la canicule s'est terminée, wouhou! J'ai donc 6 ouvrages à vous présenter, donc on va essayer d'avancer rapidement. Premier ouvrage, il s'agit de La pâtissière de Long Island par Sylvia Lott, aux éditions Piranha. Ce bouquin, je vous l'avais présenté avant les vacances, je vous avais dit que sa couverture m'avait attirée, il est rose, c'est magnifique, et en plus de ça, ça parle de pâtisserie, donc je m'étais dit ça va être un livre feel good. J'avais vu vaguement que c'était un roman historique également, donc bon, clairement ce livre criait mon nom. Oh combien je me suis trompée. Ce bouquin a été extrêmement long à lire pour moi. Alors déjà, quand vous regardez la taille de la police, le caractère, microscopique, mais plus que ça, on va dire que c'est surtout le sujet qui a été particulièrement compliqué pour moi à lire, puisque ça se passe en Allemagne de l'Est, en Frise orientale plus particulièrement, et j'avais complètement zappé ce petit détail. Je pensais que ça se passait aux États-Unis, puisque la moitié de l'ouvrage se passe aux États-Unis, mais les flashbacks, on va dire, du roman historique plus particulièrement, se passent en Frise orientale, aux alentours, un peu avant la Deuxième Guerre mondiale. On va donc suivre l'histoire de Marie, qui est donc une jeune Allemande qui va être exilée de force par sa famille aux États-Unis, donc contrainte à immigrer, parce que elle commençait à avoir une relation sentimentale avec un Allemand qui n'était pas de la même confession que sa famille. Il était protestant, eux étaient catholiques, et donc voilà, sa famille dans les années 30 n'était pas très ouverte d'esprit et a décidé donc de la faire émigrer aux États-Unis pour mettre fin à cette histoire d'amour. Et donc on va suivre par flashback en fait l'histoire de Marie qui va se remémorer son périple en fait, comment est-ce qu'elle en est arrivée à immigrer aux États-Unis, comment est-ce qu'elle s'est installée, comment est-ce qu'elle a fini par s'adapter et à un peu mettre tout le monde dans sa poche grâce à sa fameuse recette du cheesecake qu'elle a emporté un peu dans ses bagages. Voilà, c'est vraiment une histoire où il faut se laisser porter par ce destin de femme. Vous allez aussi découvrir forcément le contexte de l'époque, à savoir donc aux États-Unis, cette espèce de rêve américain où tout le monde espère devenir quelqu'un en partant de rien. Ce qui était aussi le principe de l'émigration depuis l'Europe à cette époque, pour des personnes qui n'avaient pas forcément de potentiel ou de possibilités en Europe, mais qui s'imaginaient qu'ils allaient pouvoir vivre la grande vie aux États-Unis, même si malgré tout la crise est bel et bien là dans ces années-là aux États-Unis également. Donc ça c'est pour les flashbacks, et en parallèle on va suivre l'histoire d'une jeune femme, Rona, qui est allemande, qui voit sa vie dans les années 2000 partir complètement à volo. Son mari l'a trompée, elle perd son travail, etc. Et elle va aller rencontrer sa grande tante, justement Marie, pendant un séjour aux États-Unis. Donc Marie qui a maintenant plus de 90 ans. Et donc elles vont discuter toutes les deux, elles vont voir un peu, faire le bilan toutes les deux de leur vie, et voilà, ça va être un espèce d'apprentissage. Donc vous l'aurez compris, ce roman est assez dense finalement, c'est bien loin d'un roman feel good. J'ai bien aimé l'histoire, ça m'a fait découvrir des pans de l'histoire, notamment allemande, que je ne connaissais pas particulièrement, en tout cas cette région de l'Allemagne qu'est la Frise orientale. Voilà, ça fait pas partie des régions dont on entend parler tous les jours. Néanmoins, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de longueur dans l'ouvrage, des répétitions notamment sur des choses qu'on avait déjà vues et revues, qu'on avait déjà bien compris, et malgré tout, voilà, ça s'attardait peut-être encore trop souvent sur des choses dont on aurait aimé tourner la page, et donc qui contribuait à avoir cette impression de ne pas avancer dans le roman. Malgré tout, ça reste une belle histoire, ça reste très intéressant pour justement découvrir cette région du monde, et donc si ça vous intéresse, eh bien, je vous le conseille. J'ai ensuite lu Rebelle du désert par Alwyn Hamilton aux éditions Pocket Jeunesse, donc qui est paru le 1er septembre. Ce roman, je l'avais déjà repéré via sa couverture VO, du temps où il était déjà sorti en VO. Je trouvais que c'était vraiment quelque chose d'assez original. Ces contes fantastiques qui se passent dans le paysage des mille et une nuits. Et en fait, en lisant ce bouquin, je m'aperçois que c'est encore plus complexe que ça, puisque l'auteur a réussi de façon tout à fait incroyable et improbable, parce que quand je vais vous le dire, vous allez vous dire qu'est-ce que c'est que ce... Hein? Ça marche, à mélanger un univers digne des mille et une nuits
mais également d'un film western. Oui, c'est possible. En fait, on va suivre donc l'histoire d'Amani, une jeune fille qui donc est une jeune fille perdue dans un petit patelin au beau milieu du désert d'une contrée orientale où la condition féminine n'est pas forcément des meilleures. Et donc il va essayer de s'enfuir pour aller dans la grande ville pour pouvoir vivre sa propre vie et voilà, s'établir à son compte. Et donc pour arriver à s'enfuir, il faut qu'elle trouve de l'argent. Et donc elle va participer, et là ça devient un peu bizarre, elle va participer à des concours de tir le soir. Elle va s'enfuir, elle va faire le mur et elle va participer à des concours de tir. Oui, avec des revolvers. Dans un monde des mille et une nuits. Comme le montre très bien la couverture d'ailleurs. Voilà. C'est pour ça que Pocket Jeunesse a choisi une couverture différente de la couverture VO, puisque elle est beaucoup plus raccord d'ailleurs avec le roman à la base. Et donc on va partir dans une grande épopée avec Amani qui va essayer de s'enfuir et elle va faire la rencontre un peu improbable d'un certain Jin, qui est un garçon qui est recherché par les forces de sécurité de cette région. Je vais pas vous en dire plus, elle va se retrouver embarquée dans une espèce de folle épopée, elle va se rendre compte qu'il y a une espèce de révolte contre le gouvernement en place, voilà, qu'il y a l'histoire d'un prince rebelle qui veut se révolter contre le pouvoir du sultan qui est son père. Voilà, je vous invite fortement à aller découvrir ce roman. Je trouve que ça a été extrêmement bien construit, ne serait-ce que pour le mélange mille et une nuits plus ambiance western, etc. D'ordinaire, j'aime pas le mix avec des technologies, enfin côté steampunk et tout ça, même si c'est pas un roman historique, mais bon, vous m'avez compris. Et là, bizarrement, ça fonctionne très bien. Donc, ne serait-ce que pour ça, je vous incite fortement à aller le découvrir. Ça se lit vite, c'est très agréable et c'est un premier tome puisque le second tome a désormais une couverture VO, voilà. Toujours en young adulte, j'ai également lu La Sirène de Kierakas aux éditions Robert Laffont, collection R, qui va sortir je crois vers le 22-23 septembre. Donc, il s'agit du roman tant attendu de Kierakas après la sélection, ou en tout cas de son premier roman qu'elle avait écrit, puisqu'elle l'avait écrit normalement avant la sélection, mais il a été remanié entre-temps pour ressortir par la suite. Et c'est un one-shot, je tiens à le préciser. On va donc suivre Kalen, ou Kaline, alors les prénoms de Kierakas sont toujours très très bizarres, et particulièrement dans celui-là. Kaline, qui en fait est une jeune fille dont le bateau va sombrer dans les années 50. Et toute sa famille va mourir. Et au moment, elle, de se noyer, elle va être récupérée par des sirènes qui vont lui dire « L'océan t'a choisi pour venir rejoindre notre groupe. Elle t'accorde la vie sauve en l'échange de 100 ans de servitude, de 100 ans que tu vas passer en tant que sirène avec nous, à lui fournir des vies humaines. » Parce que oui, on est bien dans le thème de la sirène qui fait chavirer des bateaux, etc. On n'est pas du tout dans le truc de la petite sirène avec la queue, hein, absolument pas. Donc Kaline qui dit oui, et ensuite on va la suivre bien des années plus tard, alors que les 100 ans sont presque révolus. Elle a vraiment extrêmement de mal à se faire à sa fonction, à savoir de devoir tuer des gens. Enfin, elle les tue pas, mais elle les précipite à la mort, puisque c'est son chant qui envoûte les personnes qui sont sur des bateaux, etc., pour plonger dans l'océan et se noyer. Elle le vit très mal jusqu'au jour où elle va rencontrer un garçon. Vous pouvez bien vous imaginer, on est dans de la romance et du Kierakas, donc forcément, il ne pouvait pas en être autrement. Elle va rencontrer Akinli. Alors forcément, elle fait croire qu'elle est muette, puisqu'il faut surtout pas qu'elle parle, puisque si elle parle, elle le tue. Et je vais pas vous en dire plus, parce que c'est justement tout l'intérêt de ce bouquin, c'est de se poser la question comment est-ce qu'elle va réussir à concilier sa situation de sirène, qui dès qu'elle ouvre la bouche, en fait, précipite les gens dans la flotte pour qu'ils se tuent, et une potentielle relation amoureuse, sachant que la situation va être peut-être un peu plus compliquée que ça vis-à-vis de l'océan, puisque l'océan est un être à part entière en fait, et l'océan est très possessif. Donc l'océan va peut-être pas forcément voir d'un très bon œil que cette jeune fille ait trouvé l'amour,
Voilà, hein, je vous laisse découvrir ça plus amplement. J'ai trouvé que c'était une lecture sympathique, une lecture détente. Alors moi je l'avais lu en épreuve non corrigée, donc je l'avais lu cet été. C'était très agréable au bord de l'eau, mais je pense que ça peut être aussi une très belle lecture pour prolonger l'été justement, alors que l'automne arrive. Voilà, donc dès qu'il sort en librairie, précipitez-vous. Je crois que je l'avais noté 4 étoiles sur 5. J'ai ensuite lu Les aventures de Sherlock Holmes par Brittany Cavaliaro aux éditions Pocket Jeunesse, et donc qui est sorti le 18 août. Alors ce roman, à la base, je pensais que, vu la couverture, je sais pas pourquoi, que c'était un roman middle grade, donc pour les, on va dire, 8-13 ans. Oh, comment je me suis trompée! Et donc je tiens à le mentionner tout de suite, attention, ce roman contient des termes très matures, et des éléments de langage, et même qui font partie de l'histoire, et qui sont pour les adolescents, ouais, hein, peut-être un peu plus mûrs quand même. Donc, comme l'indique son titre, il s'agit d'une sorte de revival de Sherlock Holmes, puisqu'on va suivre les descendants de Sherlock Holmes et du Dr Watson. Donc Charlotte Holmes et Jamie Watson qui vont se retrouver tous les deux dans un pensionnat aux États-Unis. Et forcément, il fallait qu'il se passe des choses un peu bizarres sur ce pensionnat, il va y avoir des crimes, des meurtres, etc. Et forcément, il va falloir qu'ils mènent l'enquête, et ça va faire remonter à la surface des ennemis historiques de Sherlock Holmes qui continuent encore à poursuivre cette illustre famille. J'ai trouvé que c'était vraiment bien sympathique, une très bonne enquête, quelque chose de cool. Comme je l'ai mentionné, il y a également pas mal de contenu mature à l'intérieur de ce roman, dans le sens où Sherlock Holmes, comme son illustre aïeul, est une droguée. Voilà, c'est peut-être pas à mettre dans les mains des plus jeunes. Malgré tout, voilà, j'ai trouvé que pour un premier tome, parce que je crois que c'est un premier tome, c'était plutôt sympathique. Voilà, c'est pas souvent qu'on voit des polars young adultes, donc bah pourquoi pas si ça vous intéresse. Et pour finir, 2 livres que je n'ai pas eu le temps de terminer. Donc tout d'abord, Tout plutôt qu'être moi par Ned Vizzini aux éditions La Belle Colère. Donc ce livre, je vous l'avais présenté dans ma palle d'été justement, je vous avais dit que j'avais quelques petits doutes pour ce bouquin puisque ça parle de l'histoire d'un dépressif profond qui fait des séjours en hôpital psychiatrique, etc. C'est pas forcément une histoire très joyeuse. Et en plus de ça, quand on sait que l'auteur lui-même s'est suicidé par la suite, donc bah, comment vous dire. Néanmoins, vous m'aviez dit que c'était une très belle histoire, qu'il y avait également un film qui avait été fait, qui avait été adapté à partir de ce livre. Donc bon, je m'étais accrochée, j'en ai lu 264 pages sur 380, donc ouais, les 2/3. J'ai mis pas mal de petits post-it déjà, donc voilà, je le laisse pour une prochaine fois pour pouvoir vous en parler un peu plus en détail, mais il reste dans ma pile. Je le mets de côté. Et pour terminer, j'ai bien évidemment lu Outlander, le tome 2, Le Talisman par Diana Gabaldon. Je vous avais dit dans ma palle d'été que je voulais absolument cette année, cet été, pouvoir lire un volume d'Outlander parce que ça me manquait énormément et surtout que j'avais été obligée de ne pas regarder la série télé, en tout cas la saison 2 parce que je n'avais pas lu encore le tome 2, donc ben, j'ai pris mon temps en fait. J'en suis à la page 729, donc voilà, hein, j'ai quand même bien... J'avance. Et en fait, je sais pas pourquoi, je me l'étais gardé en parallèle de mes lectures de partenariat, etc., de mes services presse. Je me l'étais gardé pour les lectures du soir, une lecture doudou, vraiment, voilà, histoire de décompresser de la journée. Enfin, Outlander quoi, est-ce qu'il y a encore besoin de présenter cette série? Donc voilà, il me reste 200 pages à lire, voilà, ce sera fini dans pas très longtemps. Je le garde précieusement et je vous en reparle très vite. Voilà, donc on va peut-être arrêter là cette vidéo interminable. J'espère que vous aussi vous avez fait de très belles lectures cet été, que vous avez passé de bonnes vacances, que vous êtes motivés pour reprendre cette nouvelle année scolaire. Moi également, puisque voilà, je ne vous l'avais pas dit plus tôt, mais je reprends des études en édition puisque je me suis inscrite au master édition de la Sorbonne. Donc du coup, forcément, vous imaginez bien que le rythme de publication de vidéos va rester à une vidéo par semaine si on arrive à tenir le rythme, et voilà, ça va être un peu compliqué sinon de faire un peu plus fréquent. J'espère que vous le comprenez. Malgré tout, je suis toujours présente sur les réseaux sociaux, donc si vous ne me suivez pas encore sur Facebook, Twitter
et Snapchat parce que je pense que c'est plus facile pour moi de faire des mini vidéos lecture sur Snapchat régulièrement. Je vous incite fortement à aller m'ajouter là-bas. Comme d'habitude, je vous souhaite de faire de très belles lectures, une bonne rentrée et je vous fais de très gros bisous. Salut!